Merci à Louis Gonon, référent du Rhône, pour l'organisation avec son équipe de cet événement. Formidable organisation qui nous permet d'être là ensemble cet après-midi. Merci et bravo à tous les intervenants qui m'ont précédé et tous ceux qui sont là, également référents ou délégués, qui ont pris ou pas la parole et qui viennent avec leurs équipes. Et puis vous tous qui passez alors qu'il fait un beau soleil et vous êtes enfermés avec moi dans une salle de Villeurbanne. Mais écoutez, je crois qu'il y a aussi beaucoup de soleil dans le cœur, voilà, et dans nos âmes et dans nos yeux. Et nous sommes ici pour apporter encore plus de soleil à tous les Français qui en ont bien besoin dans un moment assez gris, il faut le dire, de l'histoire de notre pays. Mais nous sommes là pour chasser les nuages et imposer le soleil et le ciel bleu partout dans les belles contrées de France. Et nous sommes là pour le faire et nous allons, mes chers amis, chers résistants, chers patriotes, gagner! Vous sentez d'ailleurs, en cette année 2025, une certaine agitation dans les milieux du système. Oh, c'est très vrai ces dernières heures, puisque en ce moment, et ce sera surtout demain, les Roumains sont en train de voter pour l'élection présidentielle. Après une première annulation scandaleuse en décembre dernier de l'élection présidentielle, je me souviens, j'avais appris l'annulation du second tour qui devait avoir lieu le 8 décembre. L'annulation a eu lieu le 6 décembre. J'étais moi-même à ce moment-là dans la salle du tribunal à Liège, pour le procès de Pfizergate d'Ursula von der Leyen, et on nous avait dit, ça y est, ils ont annulé le second tour parce que Georgescu allait gagner, lui qui veut que la Roumanie quitte l'Union européenne, l'OMS et l'OTAN. Puis ensuite, il a été arrêté, sa candidature a été interdite, et une nouvelle élection a lieu. Son candidat remplaçant, entre guillemets, Georges Simeone, qui n'est pas tout à fait, malheureusement, sur les mêmes options politiques, mais qui est quand même un homme, j'ai beaucoup discuté avec lui, il parle bien français, je suis en contact avec lui, et c'est un homme qui est un homme sincère, et qui a annoncé que s'il gagnait, et vous avez là l'explication de la panique à Bruxelles depuis 48 heures, parce qu'il vient de l'annoncer, s'il gagne, il prendra Georgescu comme Premier ministre. Alors quand elle a entendu ça, Ursula a failli en avaler de traverse à Val-d'Arve. Eh oui, ils ont voulu le chasser, il va revenir. Alors j'espère qu'ils vont gagner. D'ailleurs, il y a un très bon signe, c'est que le Georges Simeone en question est interdit de territoire en Ukraine par M. Zelensky. Je trouve que c'est plutôt bon signe. Pour une seule raison, c'est qu'il a dit « Moi, j'arrêterai d'envoyer des armes et de l'argent, et certainement pas de soldats, évidemment, en Ukraine. Ce sera la paix. » Le signe de l'excitation du système, on le voit également par rapport à l'Allemagne. Vous avez vu hier cette décision incroyable. Le premier parti politique allemand, donc l'alternative für Deutschland, l'AfD, qui est clair, qui veut que l'Allemagne quitte l'Union européenne et l'euro, eh bien, est déclaré par les services de renseignement allemands, officiellement, parti extrémiste de droite avéré. Avant, il n'était pas avéré, manifestement, maintenant il est avéré. Ce qui permet légalement au gouvernement allemand d'infiltrer le parti, de mettre ses dirigeants et ses membres sur écoute téléphonique, de surveiller leur correspondance privée, y compris leurs mails, et évidemment d'interdire le mouvement. Et là, j'ai pensé tout de suite à la phrase qu'avait sortie sur un plateau de télé en janvier dernier ce cher Thierry Breton, l'ancien commissaire européen à la censure, qu'on n'a jamais vu autant à la télé depuis qu'il a été éconduit par Ursula von der Leyen, et qui avait dit, souvenez-vous, on l'a fait en Roumanie, on le fera demain en Allemagne si nécessaire. Mais nous y sommes. Les européistes, puisqu'ils sont débordés par les peuples qui ne veulent plus d'eux, et ça se voit partout, sont obligés de tomber le masque et de se montrer tels qu'ils sont, c'est-à-dire des petits tyrans. Et nous n'avons pas âme ici à obéir et à nous soumettre aux tyrans. On ne l'a pas fait pendant le Covid. On ne le fera évidemment jamais par rapport à l'Union européenne, qui est une cochonnerie dont il faut débarrasser la France et le monde. Nous sommes là pour sortir de l'Union européenne, pour dégager
l'Union européenne du continent. Cette organisation tyrannique ne doit plus exister. C'est simple, c'est clair, c'est net. Ce qui existe, ce sont les peuples. Ce qui existe, ce sont les pays. Ce sont les nations. Et ce sont les peuples libres, les nations souveraines. En Roumanie, comme en Allemagne, ils sont en train de l'expliquer et ils l'ont démontré de manière éclatante. Un des délégués qui parlait avant moi l'a dit très bien hier lors des élections locales au Royaume-Uni. Mais toute la presse nous expliquait que les Britanniques regrettaient le Brexit. Ils ont tellement regretté le Brexit qu'ils ont voté, comme jamais, pour le parti qui défend, plus que tous les autres, le Brexit, c'est-à-dire le parti Reform UK de Nigel Farage, qui a fait un score canon hier, largement premier parti du pays, avec plus de 30% des voix. Des centaines et des centaines d'élus locaux, dans les comtés, dans les communes. Ils ont remporté des villes, ils ont remporté des villages, ils ont remporté des comtés, des régions, des départements, l'équivalent. Ils sont en train de s'enraciner. Et si demain il y a une élection législative au Royaume-Uni, Farage sera Premier ministre et enfin le Brexit pourra s'appliquer. Il y a même dans son programme la sortie de la CEDH et la sortie de l'OMS en plus. Ce qui montre que le système mondialiste sera mis à terre. Alors c'est pour ça que ça panique du côté de Bruxelles et des organisations supranationales. C'est pour ça qu'ils s'excitent et qu'ils laissent tomber le masque jusqu'à prendre des mesures extrêmement autoritaires. C'est vrai que 2025 n'est pas de tout repos pour eux. Vous avez depuis le 20 janvier un certain Donald Trump qui occupe le bureau ovale de la Maison Blanche avec son équipe, Elon Musk, Jill Evans, le vice-président, qui d'ailleurs hier a vertement critiqué le gouvernement allemand en mettant un tweet: ceci ne s'appelle pas la démocratie, ceci s'appelle la tyrannie, a-t-il expliqué. Eh ben oui, merci de le dire haut et fort. Dans l'équipe Trump, il y a Kennedy Jr. qui fait un travail remarquable. Et je voudrais quand même qu'on s'arrête un instant là-dessus, pour montrer, parce que parfois j'entends, et c'est légitime, des gens qui disent « mais on n'y arrivera pas, il y a trop de gens qui dorment ». Ah oui, je suis d'accord avec vous, il y a trop de gens qui dorment, toujours trop, c'est vrai. Mais quand même, souvenez-vous, pendant les manifs Covid, qui venait parler ici et là? J'avais essayé de l'avoir à Paris, moi je n'avais pas le contact à l'époque, donc c'était un peu compliqué, mais c'était Kennedy Jr. qui allait dans les manifestations pour la liberté anti-covidiste. Il était allé notamment à Berlin, souvenez-vous. Et il était traité de doudingue, de complotiste, de tout ce que vous voulez. 4 ans plus tard, il est ministre américain de la Santé. Un des postes les plus stratégiques, où il s'occupe non seulement de santé, mais également d'alimentation, comme vous le savez. En 4 ans. Qui l'aurait prédit lors des manifs Covid? Est-ce que vous auriez imaginé que 4 ans plus tard, cet homme-là devienne ministre de la Santé et de l'alimentation de la première puissance mondiale? Bien sûr que non. Et pourtant, ça s'est fait. Ce qui veut dire que la seule loi de l'histoire, et c'est bien vrai, c'est Max Gallo qui le disait, la seule loi de l'histoire, c'est la surprise. Donc, je ne sais pas quel chemin ça prendra pour notre libération. Je ne suis pas Madame Irma. Parfois, ma boule de cristal est grippée. Je ne vois pas tout. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas exactement par quel chemin ça passera. Mais ce que je sais de manière sûre et certaine, et je vous le dis ici, sans vous mentir, sans démagogie, parce que je le pense, sinon je ne vous le dirai pas. Ce que je sais, mes chers amis, c'est qu'on y arrivera. C'est qu'on brisera nos chaînes, c'est qu'on gagnera. Ça, c'est certain. Leur monde n'est pas humain. Leur monde n'est pas vivable. Leur monde est pourri. Il est corrompu. Nous allons imposer cette grande rupture, ce grand changement, cette révolution qui nous amènera à briser nos chaînes et à imposer cette France libre, ce peuple souverain, cette France de liberté, cette France de paix, de prospérité, où on remettra du bonheur parmi le peuple. Parce que c'est ce qui manque aujourd'hui, le bonheur. Trop de dépression, trop de gens malheureux. Alors nous avons le devoir pour cela de nous battre chaque jour. Merci aux référents qui l'ont expliqué avant moi. Chaque jour, il faut se battre. Toute action produit un résultat. Toute action paye. Oui, 2025, c'est une année
qui rebat les cartes. Les médias disent on comprend rien à ce que fait Trump, ça n'a aucun sens, il met des droits de douane, etc. Il les baisse, il les remonte. Non, moi je crois que c'est extrêmement cohérent. Trump est en train d'organiser, et c'est conforme à ce qu'il avait annoncé dans sa campagne, il n'y a pas de surprise, il organise la démondialisation. C'est-à-dire qu'on met fin à ce système épouvantable, qui vise à aller produire à des milliers de kilomètres, réimporter ici, retraiter à d'autres milliers de kilomètres, faire travailler là-bas dans des conditions épouvantables des gens et même des enfants, il n'y a pas de normes, il n'y a rien, et je ne vous raconte pas en matière agricole. Ce système-là, il est en train d'y mettre fin, en disant il faut produire et consommer local. Et d'ailleurs, au lieu de le critiquer, j'ai vu Sandrine Rousseau s'exciter, Marine Tondelier, etc., ceux qui se disent écolos, ben, ils devraient applaudir Trump, parce que ça, c'est le vrai modèle écolo. Ça, c'est la vraie écologie. Loin des ZFE, des taxes, des passes, etc., on est ici sur du concret. Parce que quand vous sortez du libre-échange, vous sortez du système le plus pollueur, le plus antisocial, le plus absurde, le plus antidémocratique, le plus anti-humain qui soit. On devrait tous se réjouir de ce qui est en train de se passer, parce que ce monde-là n'est pas acceptable. Le monde du libre-échange, c'est un monde invivable. Et nous sommes en train d'en sortir progressivement. Il le fait de manière très cohérente, parce qu'à côté, il quitte l'OMS, il ne finance plus l'OMC, il ne finance plus Gavi, vous savez, le joujou de Bill Gates, qui vise à vacciner tout le monde et puis à mettre des OGM partout, terminé. Il ne finance plus USAID, l'organisme qui organisait des coups d'État un peu partout dans le monde, qui provoquait l'ingérence, et qui finançait notamment tous les journaux dits indépendants d'Ukraine. Bon. C'est-à-dire, ils sont tellement indépendants qu'ils n'avaient que le mot guerre à la bouche. Il est en train en même temps, c'est tout le boulot de Musk que vous connaissez, dans des conditions difficiles, de rétablir la liberté d'expression. En même temps, de mettre fin au wokisme. Qui a dit pour les enfants, on va protéger les enfants, c'est fini le wokisme. À l'école, à l'université, c'est lui. Je parlais de Kennedy Junior. Kennedy Junior, il vient de lancer une grande enquête sur les injections et le rapport éventuel avec l'autisme. Il vient d'annoncer que les nouvelles doses, le rappel Covid, possible que ce soit plus du tout autorisé complètement aux États-Unis. Et puis, il vient d'annoncer que c'était fini les colorants de synthèse artificiels dans l'alimentation. Et tout de suite, PepsiCo, etc. ont dû annoncer qu'ils allaient les remplacer par des colorants naturels. Moi, je trouve que c'est extrêmement sain. Alors, on peut m'expliquer que ça, c'est extrémiste, complotiste, tout ce que vous voulez. Non, moi, je pense que c'est surtout sortir d'un système de corruption. Parce que quand vous vous attaquez et que vous défiez Big Pharma et l'industrie agroalimentaire, qui sont quand même des géants, qui sont les industries les plus corruptrices du monde, et ça a été démontré, ça prouve que simplement vous êtes un homme libre. Et c'est bien ce qui nous manque, des personnes, des hommes et des femmes libres à la tête du pays. Pas des vendus, pas des achetés, pas des corrompus, pas des gens qui se soumettent à tous les lobbies. C'est ça qu'ils sont en train de nous démontrer. Quand Trump dit tous les soldats qui n'ont pas été vaccinés, qui avaient été virés de l'armée américaine, on les réintègre, on les indemnise et ils auront les excuses officielles de l'État, je trouve ça extrêmement simple et bienvenu. Et je peux vous dire que c'est nous une des premières choses qu'on fera par rapport aux suspendus. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais Dieu sait qu'on s'est battu à leur côté, avec eux et pour eux, pendant des semaines, toute l'année. Ils n'ont pas obtenu l'excuse de l'État. Ils n'ont pas obtenu d'indemnisation. On n'a toujours pas la levée du secret défense sur ce qui s'est passé. Ce sont des combats que nous mènerons de manière prioritaire. On veut tout savoir et on saura tout. Et les coupables iront en tôle, c'est-à-dire à la seule place qui est digne d'eux. Et puis il veut la paix. Ah, Trump veut la paix. Alors ça, c'est le péché suprême, péché mortel. Ah oui, parce que vous avez tout un monde qui vit de la guerre. Vous savez, l'Ukraine, c'est devenu la grande lessiveuse, là, pour blanchir l'argent sale, là, très sale. On en apprend tous les jours. Système très corrompu, il y a des gens qui s'engraissent sur la guerre, ça c'est une constante de l'humanité. Et lui, il dit on met la paix. Alors ça perturbe certains intérêts très puissants.
Et ça perturbe particulièrement un certain Macron, qui a l'air de pas trop aimer ça, la paix. Vous avez vu, lors des funérailles du pape François au Vatican, à Saint-Pierre de Rome, vous avez vu Trump voulait voir Zelensky, il l'a vu quelques minutes. Macron nous fait installer une troisième chaise. Il essaie de se glisser dans la réunion, histoire de bien remonter Zelensky comme un coucou pour qu'il refuse la paix et pour être sur la photo. Parce que sa magnificence Macron doit être sur toutes les photos du monde. Et là, Trump, boum, vous avez vu, physiquement le rembarre, l'autre est blême comme un linge. La presse britannique a demandé à une spécialiste de la lecture labiale sur les lèvres en disant voilà, qu'est-ce qu'il a dit? Bah, Trump lui a dit va-t'en. Pas besoin de toi ici, Emmanuel. Pas besoin de toi ici. Emmanuel est parti. Trump, quand il voit Macron, donc soit il l'épouse, soit il lui broie la main, soit il se dégage. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Bah, c'est un programme qui me va bien, si vous voulez. Alors Macron, vous savez, c'est une âme très puérile, hein, comme il est très vexé, il est toujours vexé comme un pou. Il a donné une interview à Paris Match là-dessus. Alors, on lui a même pas posé la question en fait. C'était un journalisme de cours. On lui pose pas les questions qui gênent. Mais il a répondu quand même à la question non posée. Il a dit je voudrais quand même revenir sur cet épisode. Imaginez, le type est chef d'État, hein, et il vous explique. En fait, on avait mis, vous lirez, c'est écrit comme ça, on avait mis une troisième chaise pour l'interprète et Zelensky au dernier moment a voulu parler en anglais, donc on a retiré la chaise de l'interprète et moi de toute façon il était prévu, je le vois après, donc ça n'a rien à voir, etc. Donc le type est en train de vous expliquer la structuration, la configuration des chaises pour les interprètes, tout cela n'étant d'ailleurs pas extrêmement crédible puisque il n'y a jamais eu d'interprète avec Zelensky qui parle toujours en anglais quand il voit Trump ou d'autres. Donc ça montre quand même qu'il n'a pas avalé le truc. Alors il n'a tellement pas avalé la chose qu'il a voulu compenser en choisissant le pape. Ça c'est la presse italienne qui l'a révélé. Il est en train de faire des tractations pour imposer le pape. Je ne sais pas si peut-être Brigitte. Je sais pas. Mais il veut choisir le pape. Voilà. Remarquez, c'est plutôt bien parce qu'il avait en tête de mettre l'archevêque de Marseille, là, Jean-Marc Ablin, c'est ça, qui est l'ultra-mondialiste. Et bah, comme le nom a été cité par Macron et que Macron a l'habitude de pourrir tout ce qui touche, bah, c'est fini hein, pour Afrique. Désolé pour lui, mais c'est fini. Voilà, on verra quelqu'un d'autre. Voilà, donc si vous voulez, on en est là. Donc ce monde est intéressant parce qu'il bouge vite là. Il bouge très vite. À côté, vous avez le phénomène des BRICS, qui est phénomène sur plusieurs années, mais enfin c'est très... Le BRICS, c'est le rééquilibrage du monde. Vous voyez, c'est le monde qui se rééquilibre, c'est les nations qui réémergent. Je sais bien qu'il n'y a pas une hyperpuissance et tout le monde aligné derrière, mais que ça dialogue, qu'il y a un monde divers. Moi, je trouve ça, tous les continents qui y participent, je trouve ça infiniment plus sain. Et c'est vrai que ça perturbe les mondialistes, parce que c'est pas du tout leur monde, parce que c'est en même temps le monde qui retrouve la souveraineté des nations. Et la France serait magnifiquement placée si elle était libre dans ce monde-là. Parce que vous savez que notre pays, c'est un pays-monde. Vous savez que la France n'a pas 5 ou 6 frontières, comme on pourrait l'imaginer. On compte la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, l'Espagne, non, non, non. On a 30 frontières. On est en frontière avec 30 pays dans le monde, avec l'outre-mer. Et notre première frontière, d'ailleurs, c'est le Brésil. Et donc nous sommes particulièrement bien placés pour dialoguer avec les BRICS. Mais c'est vrai que pour faire ça, il faut être un pays libre. Vous ne pouvez pas le faire, évidemment, si vous passez vos journées à regarder Berlin dans le blanc des yeux, ou Ursula von der Leyen, en attendant l'ordre qu'ils vous donneront, pour savoir quoi faire l'après-midi. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais ce monde qui bouge donc les lignes, nous amène, nous, à nous bouger encore plus. Parce que si le monde bouge et qu'il ouvre des perspectives, qu'il remet des débats sur la table, le débat de la paix, le débat de
Supranational ou souverain? C'est un débat qui se pose, on voit, et Trump qui est pour beaucoup. Liberté d'expression ou censure? Paix ou guerre? OTAN ou pas? Union européenne ou pas? Union européenne que Trump ne reconnaît pas. Ursula, elle appelle tous les jours, elle fait bis 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 sur le téléphone de Trump, il décroche pas. Il voit Ursula, il décroche pas. Peut-être essayer le SMS. Ursula a quelques succès avec le SMS, elle devrait être tentée, mais je ne vous garantis pas plus de succès, non, malgré tout. Ce sont tous ces débats-là qui sont au cœur. Big Pharma ou pas? C'est vachement intéressant. Ce sont des débats qui ont émergé, qui se construisent. Et on a quelque chose à dire là-dessus. Particulièrement nous, patriotes, ce sont nos combats. Ce sont nos thèmes, ce sont nos sujets. Et on ne sera pas sauvé par Trump ou quelqu'un d'autre. Non, non. C'est une aide, bien sûr, en imposant des débats, des sujets. Mais mes chers amis, c'est à nous de nous bouger. Le peuple français, il sera sauvé par lui-même et par personne d'autre. C'est donc une incitation à la lutte, au combat, à la conviction, chaque jour. Parce que si ce monde bouge si vite, ça veut dire que la France ne restera pas en dehors du mouvement. Et qu'il faut préparer immédiatement la relève. Et que cette relève, ben, elle est dans la salle. Il y a plein de gens de talent ici qui sont parfaitement capables d'être infiniment mieux et plus professionnellement et avec la France au cœur, ministres, maires, députés, que tous les gens qu'on a au pouvoir. Vous croyez qu'on ne peut pas avoir mieux comme député que Sandrine Rousseau? Vous croyez qu'on ne peut pas avoir mieux comme ministre que ce qu'on a eu? Je sais pas, Véran qu'on avait eu, ou d'autres, bien sûr. Bien sûr qu'il y a plein de talents dans le mouvement souverainiste, dans le mouvement patriote, et il faut se préparer, parce que le monde bouge si vite que nous n'avons pas le droit d'être en retard. Alors dans ce contexte, nous avons une méthode d'action qui est simple. Moi, je ne suis pas là pour essayer de rentrer dans la négociation avec ce système pourri. Je ne suis pas là pour être dans la recherche de compromis qui est toujours une compromission. Les choses pour moi sont claires. Pas de compromission avec la corruption, pas de compromission avec la trahison, pas de compromission avec le mensonge. Mais destruction pure et simple de ce système intégralement pourri et corrompu. C'est ça notre doctrine. Parce qu'en détruisant ce système, on va reconstruire derrière quelque chose. Une espérance, un projet national. Fondé sur la liberté, sur la paix, sur une agriculture qu'on remettra debout, une industrie qui reviendra, une santé qu'on va remettre également debout, des principes de vie qui sont universels. On ne vit pas dans une société qui ne parle que de la mort en permanence, qui fonctionne sur la peur, parce que ce qui nous gouverne, ce qui nous gère comme du bétail, en tout cas le souhaite-t-il, ce sont des gens qui manipulent toute la journée par la peur. Vous avez peur du virus ou des Russes, mais vous avez toujours peur. Mais ici, on n'a pas peur. Et moi, je vous le dis, n'ayez pas peur. N'ayons pas peur. Nous n'avons pas peur. Et ce n'est pas sur la peur que nous allons gouverner. C'est sur l'espoir que nous gouvernerons. C'est sur l'espoir retrouvé que nous offrirons un espoir, un avenir à la jeunesse et au peuple de France. Ça suppose de se débarrasser de ce système et de commencer, par exemple, par voter les motions de censure. C'est extraordinaire de constater que nous n'avons en France pas d'opposition parlementaire. Nous n'avons pas d'opposition parlementaire. C'est tellement vrai que, regardez, sur la paix, sur l'Ukraine, je salue la magnifique tribune qu'ont fait les officiers, les généraux, les militaires de l'armée française l'autre jour. Formidable. Une tribune extrêmement précise qui dit voilà tous les articles de la Constitution que viole Macron. Et voilà ce qu'il faudrait faire pour les faire respecter et pour aller vers la paix. Mais ce boulot, normalement, il devrait être fait par les parlementaires, ils sont là pour ça. J'oserais dire, ils sont payés pour ça. Parce que vous savez, ils ont 5 mois de vacances par an. Ça, c'est juste les vacances.
Puis ensuite, quand ils sont là, ils siègent du mardi au jeudi. Quelques heures, quand il y a les caméras. Et le reste du temps, c'est tranquillou. Et ils sont très bien payés. Et souvent, d'ailleurs, ils sont pas là. Vous remarquez, quand il y a les... J'ai partagé l'autre jour une photo du débat pendant le... pourtant stratégique, hein, sur la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, j'en reparlerai, sur la souveraineté énergétique de la France. Il n'y avait pas un chat dans l'hémicycle. Hein. Et c'était tout parti confondu. Hein. Vous aviez le pauvre Bayrou qui parlait, qui annonnait. C'est devenu notre Biden. Hein. C'est vraiment notre Biden. Ah oui, c'est vraiment notre Biden. Je ne sais pas s'il a déjà le stylo automatique lui aussi, mais vraiment. On en est là. Hein. Mais le pauvre, il était tout seul. Hein. Lui a dit, viens François, on va retourner ensuite dans la chambre. Ils vont apporter le repas. Et moi, j'instaurerais une règle simple. Hein. Au bout de 3 absences dans le mois, on vous divise par 2 votre salaire de député. 4 absences, on passe à 0. Tout le monde traitait à la même enseigne, hein. Excusez-moi, voici, ici il y a des gens, il y a forcément des salariés ou des fonctionnaires, vous êtes dans le privé, dans le public, si vous êtes absent en permanence de votre boulot, je crois qu'il vous arrive quelques problèmes quand même, non? Bon, bah, ça devrait être pareil, surtout que c'est quand même nous qui sommes les employeurs, hein. C'est quand même nous les employeurs. Alors, motion de censure, bon bah ils veulent pas, alors en permanence ils nous font leur sketch, là, soit le RN ou d'autres, promis là, retenez-moi sinon je vais faire un malheur, hein. Mais on te retient pas, vas-y, fais le malheur. On attend que ça. Enfin, quand même, je me retiens moi-même alors, parce que j'ai pas envie de faire non plus trop de malheur. Hein. C'est pas. Vous savez, c'est du cinéma tout ça. Vous savez. Destitution. Je sais pas, c'est pas un truc extraordinaire, c'est prévu par l'article 68 de la Constitution. Vous pensez pas qu'il y a. Je sais pas, il n'y a pas 1, il y a 10, il y a 15, il y a 100 motifs de destitution de Macron. Je sais pas quand il dit j'ai très envie d'emmerder des millions de Français. Je trouvais ça normal de la part d'un président de la République qui est censé assurer l'unité de la nation. Quand il nous emmène en guerre sans débat, sans vote, sans rien, vous trouvez pas que ça mérite une destitution? Bah, je sais pas, il y a 1000 raisons, il y a 1000 sujets. Quand il vend nos fleurons nationaux, quand il est pris dans toutes les affaires, Uber Gates, toute histoire Alstom, il y en a plein. Et tout ce qu'on ne sait pas. Vous trouvez pas que ça mérite une destitution? Bah non, ils ont bloqué. C'était le RN l'automne dernier, la discussion, il y avait une motion parlementaire pour une fois. Ça devait arriver dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Je dis pas forcément que ça allait être voté, parce qu'au Sénat, ça aurait été compliqué. Enfin, ça aurait été bien quand même qu'on ait le débat, ça aurait été classe. Débat sur la destitution de Macron en hémicycle, en plénière de l'Assemblée nationale. Bah, ça a été bloqué par la conférence des présidents de groupe, par une présidente de groupe qui a voté contre, parce qu'il fallait que tout le monde vote pour, et c'était pas une peine. Voilà. Donc ça se dit, si vous voulez, opposant. Alors, je pense qu'elle espérait la clémence de la justice en retour. Comme quoi, vous voyez, ça sert à rien de se compromettre avec le système. Le système, plus vous êtes faible face à lui, plus il vous écrase. Voilà, plus il vous écrase. Faut pas entrer dans ces négociations. C'est pas très digne d'abord, c'est pas très beau, c'est pas très joli. Et en plus, ça sert à rien. Parce qu'à la fin, vous finissez totalement écrasé, écrabouillé. Et puis, vous voulez, je vais vous dire, nous, on est en permanence sur le terrain. Moi, ça fait des années que je suis dehors tout le temps. Voilà. Moi, je suis dehors avec les gens, dans les manifs, dans les événements, dans les rassemblements, les opérations coup de poing, on fait les procès quand il faut le faire, on va dans les tribunaux, on défend le beefsteak, on défend l'honneur de la France, on défend le sujet, les grands sujets qui nous tiennent à cœur. On est là, on fait toutes ces réunions que je fais avec vous partout en France. Et c'est un énorme plaisir, mais il faut se battre par tout moyen. On distribue les tracts, on colle des affiches, on fait tout ce qu'il faut faire, on va aux élections. Je crois qu'il faut être dans l'action tous azimuts. Parce qu'il faut préparer évidemment cette relève. Il faut que tout soit prêt, il faut que les oreilles de nos compatriotes soient grandes ouvertes, leurs yeux s'ouvrent aussi, leurs neurones aussi. Le meilleur moyen d'ailleurs de rallumer ces neurones, c'est d'éteindre sa télévision. Ça, c'est ce que je dis toujours, et on essaie de leur faire comprendre. Et puis manifestement, ça n'est pas sans impact, parce que depuis quelques manifestations, là, on a des médias qui reviennent.
Alors je parle pas des médias indépendants, ils sont évidemment tous les bienvenus, et ils sont souvent là. Non, non, des médias, certains disent les médias de grand chemin. Bon, les médias du système, médias menteurs. Et on m'a dit que c'était un pléonasme. Pas faux. Alors, on a eu il y a deux manifs, c'était France 2, complément d'enquête. Alors, ils viennent me voir, dans le micro, vous n'avez pas l'impression de jouer le jeu de la propagande russe? Ah, c'est bizarre, je pouvais vous écrire votre question avant. Et la semaine dernière, on avait TMC. Il arrive, vous n'avez pas l'impression de jouer le jeu de la propagande russe? Mais mot pour mot. Je dis, soyez un petit peu quand même. D'ailleurs, je suis un peu peiné pour ces journalistes. Bon, ils disent que le truc, on leur a écrit, hein, bien sûr, mais... Et de toute façon, s'ils ne choisissaient pas cet angle-là, ce que je leur dis à chaque fois, ils seraient virés, évidemment. Vous ne pouvez pas entendre sur France 2 ou TMC, qui est le groupe TF1, donc LCI, autre chose que ça. Alors j'ai dit, ouais, vous savez, il y a un truc que vous n'avez pas encore découvert, hein, c'est que je planque chez moi un élevage de punaises de lit. Et je leur ai appris l'hymne russe. Hein. Et tous les matins, répétition avec le petit drapeau, elles sont prêtes pour aller envahir la literie française. Mais bon, en fait, blague à part, ils me font un peu pitié parce qu'ils pourraient avoir, dans leur métier, je sais pas, de journaliste, ils pourraient avoir un peu de curiosité intellectuelle, vouloir poser d'autres questions, vouloir creuser, s'intéresser vraiment, mais évidemment non. Mais ça ne nous empêche pas, au contraire, je pense que s'ils sont là, avec ce genre de questions, c'est que ça dérange. Même chose, si vous voulez, on avait l'autre jour une belle réunion publique à Quimper, l'autre soir, mercredi soir, on avait Ouest France et le Télégramme. Ils n'ont pas mis un pied dans la réunion. Hein. Ils sont restés dehors parce qu'il y avait une contre-manifestation, ils étaient 40. Nous, on était au moins 300, 350 de leurs amis, en fait, leurs copains. Des espèces de collectifs que je connaissais pas. Entre nous toutes, machin, bon. Des trucs, voilà. Beaucoup d'écriture inclusive, tout ça. Ça me dépasse, je suis pas encore à la page là-dessus. Mais Ouest France et le Télégramme sont restés avec eux, ont écrit ensuite un article uniquement sur eux. On était à 10 mètres, hein. Ils n'ont pas eu la curiosité de rentrer dans la réunion publique pour voir ce qu'on disait. Et ils ont quand même osé dire, dans leur papier, ils étaient une centaine dehors. Honnêtement, ils étaient maxi 40. Et à peu près autant à l'intérieur. J'ai publié les photos, j'ai dit, écoutez, si vous comptez 100 là, il faut vous acheter des lunettes d'urgence. Hein. D'urgence. Je pense surtout qu'il faut s'acheter 2 grammes d'honnêteté intellectuelle. Voilà. 2 grammes de professionnalisme et de déontologie. Je pense que c'est surtout ça. Alors, il faut être très clair. Vous voyez, nos agriculteurs, on se bat pour l'agriculture française. Nathalie le disait, c'est ce qu'elle fera comme députée. Les choses sont très simples. Pendant que Trump met des droits de douane, l'Union Européenne n'a pas trouvé mieux à dire que dire bah nous, on va faire donc encore plus de libre-échange. Et alors Ursula a signé le 6 décembre dernier à Montevideo. On lui paye quelques vacances par ailleurs, hein, mais entre 2 cocktails sur la plage, elle est venue signer un traité, le traité Mercosur, dans notre dos et dans le dos des agriculteurs. Et puis là, elle vient d'annoncer, il faut le finaliser, et on va lancer un grand chantier, un nouvel accord de libre-échange géant avec l'Inde. Donc ils veulent tuer les agriculteurs français. Totalement. Il faut faire exactement l'inverse. Les circuits courts, gage de qualité, de proximité, donner une priorité aux productions agricoles françaises, aux bons produits français dans les cantines des enfants. Vous savez que ça, c'est interdit par le droit européen. Il faut en parallèle faire en sorte qu'on arrête de faire venir du poulet ukrainien, du poulet brésilien chloré, du bœuf aux hormones, canadien, etc. Parce qu'on a de très bons produits ici. Qu'on arrête en même temps d'autoriser partout des insectes et des larves dans l'alimentation. Ce sont les directives européennes qui prévoient aussi la viande de synthèse fabriquée dans les laboratoires de M. Bill Gates. Vous avez 2 pays en Europe qui ont essayé de prendre des lois pour interdire les insectes, les larves et la viande de synthèse dans les laboratoires, dans l'alimentation. C'est la Hongrie et c'est l'Italie. Ils ont fait des lois. Ursula a dit non, vos lois sont interdites parce que le droit européen prévaut et donc vous ne pouvez pas prendre ces lois d'interdiction. Et donc l'Italie et la Hongrie, qui sont restés dans l'Union européenne, n'appliquent pas cette loi et continuent d'autoriser les insectes, les larves et la viande de synthèse. Nous quitterons l'Union européenne pour pouvoir faire ce que nous voulons.
C'est au peuple français de choisir son modèle agricole et d'alimentation. Ça n'est pas à Ursula von der Leyen, ni à Pfizer, ni à Nestlé, ni à Monsieur Bill Gates de le faire. C'est à nous. C'est à nous. Et c'est à nous d'aider nos paysans. Parce que 2 se suicident par semaine dans les campagnes françaises et que personne n'en parle jamais. Moi je vous dis que ceux qui tiennent la corde de leur suicide, c'est Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen. Ce sont eux les coupables. Je parlais des marchés publics, c'est pareil pour toutes nos PME, pour tous nos artisans. Si on veut donner une priorité aux productions françaises, dans la commande publique, dans les marchés publics, faire du patriotisme économique, industriel, agricole, alimentaire, il faut faire le Frexit. C'est quand même simple, c'est pas difficile à comprendre. Ce sont 6 lettres qui veulent dire liberté. Alors il y a des gens qui me disent « Ah oui mais attends, le Frexit, les gens ont peur, on peut pas, etc. On peut pas, c'est un saut dans l'inconnu. » Saut dans l'inconnu. Enfin 95%, je rappelle que l'anomalie c'est nous, hein. 95% des pays du monde gèrent leurs frontières, leur monnaie, leur énergie, leur agriculture, leur industrie, tout, hein. C'est juste la norme, hein. Ça a toujours été la norme. On est quand même un vieux pays, on est quand même un pays qui a 2000 ans d'histoire, on en a vu d'autres, on s'est battu, on a des héros en pagaille, des victoires, on a failli disparaître plusieurs fois, il y a toujours eu ce moment où on s'est relevé et on a, tel le phénix, on est rené de nos cendres, et on aurait peur de déchirer un bout de papier. Mais moi j'ai pas peur. Moi j'ai pas peur de la liberté. Moi j'ai pas peur de l'indépendance. J'ai pas peur du tout de ça. Et quand je vois des pseudo-souverainistes qui viennent me voir, ouais Florian t'as raison, moi je vous dirai pas qui, certains sont chefs de parti. Hein. T'as raison, mais tu comprends, je peux pas dire comme toi parce que ça ferait peur. Je pense comme toi, mais je peux pas le dire. Mais je réponds, mais si tu ne le dis pas, les gens auront la trouille. Parce que s'ils ont l'impression, quand on parle de ces sujets, qu'on marche sur des œufs, mais ils se disent, il y a un problème. Et c'est ça qui fait peur. Si on assume, et qu'on dit qu'est-ce que ça a d'extraordinaire d'être une nation qui gère sa monnaie, ses frontières, ses lois, son budget, son armée, son agriculture, son énergie, son industrie, qu'est-ce que ça a d'extraordinaire? On l'a fait pendant des siècles et tous les pays du monde le font, et nous on ne serait pas capable de le faire. Mais il n'y a rien à craindre de ça, il faut juste l'assumer, il faut juste avoir un tout petit peu de courage, parce que c'est ça qui manque le plus aujourd'hui en France, avant toute chose. Ce qui manque c'est le courage, un peu de courage. On l'a vu pendant le Covid, combien avaient le courage de se lever et de dire non à ce système en le regardant les yeux dans les yeux. On n'a pas eu peur, on avait ce courage, et on l'a sur l'Ukraine, et on l'a sur l'Europe, et on l'a sur tous les sujets. Ils ne nous font pas peur, ces gens-là. Et si on a peur, on reste chez soi. Si vous avez peur, vous osez pas, blablabla, je vais rester ça, puis les années passent. Moi, je méprise ce genre de comportement, je vous le dis comme je le pense, hein. Encore plus quand ça vient soi-disant de notre camp. Je méprise profondément ce genre de comportement. On n'a pas le droit de piéger avec les Français. L'heure est bien trop grave. On dit la vérité, on y va, on fonce, on gagne. C'est tout. Sur l'école, évidemment. Oui, désolé, à l'école primaire, on doit apprendre à lire, écrire, compter, et non pas l'éducation sexuelle. Je sais pas si c'est incroyable de dire ça, pareil. Je dirais, il y a des choses qui nous paraissent aujourd'hui incroyables. Quand Trump a dit, bah, il y a 2 sexes, hommes et femmes, la presse a dit, c'est pas possible. Il est vraiment d'ultra méga droite. C'est Hitler en pire. Je sais pas, on aurait dit ça il y a 10 ans. On nous aurait dit oui, bon, on va passer à autre chose si vous voulez, parce que ça on le sait. Et ben, oui, il y a quand même des évidences à redire, à remettre en place. Ça, je parlais tout à l'heure de l'industrie. Moi, c'est simple. Je mets en place des droits de douane parce que je pense qu'il faut taxer la concurrence déloyale. Quand elle est déloyale, il faut la taxer, y compris par rapport à certains pays européens qui, en matière agricole en particulier, nous font une sacrée concurrence déloyale. Tous les paysans nous le disent. Il ne faut pas hésiter. Ce sont des droits de réindustrialisation, des droits
de remise en ordre de notre agriculture. Ça fera des rentrées fiscales. En plus, on va réindustrialiser, ça fera d'autres rentrées fiscales, les salaires vont augmenter, il y aura plus d'emplois, y compris dans l'agriculture. Je ne vois pas pourquoi il y aurait de moins en moins d'emplois agricoles. Pour moi, c'est pas le sens de l'histoire. Je ne crois pas que ce soit forcément l'agriculture ultra intensive, ultra chimique qui soit notre avenir. Je crois au contraire qu'on va devoir revenir à de la proximité, de la qualité, avec plus de gens qui y travaillent. Et c'est très bien, ça rééquilibrera le territoire, on va réouvrir des commerces dans nos petites communes, des services publics. Je pense que c'est beaucoup plus sain d'avoir un bel aménagement du territoire que tout concentrer au même endroit. Et tout ça, ça fera des rentrées. On pourra en parallèle baisser massivement les impôts, en particulier pour les classes moyennes. Vous savez, celles qui payent tout et qui n'ont droit à rien. On pourra les soulager. On pourra soulager aussi ceux qui créent en France. Voilà, essayer de créer du boulot et de l'activité et des richesses en France, qui parfois sont obligés de partir. Je pense qu'il faut avoir quelques priorités. Priorité également en matière migratoire, on ne peut pas régler. Alors moi, je ne suis pas celui qui va s'exciter sur toute la journée en parlant d'immigration, immigration, réimmigration, grand remplacement, ou je sais pas quoi. Généralement, quand on emploie des grands mots et des grandes formules, c'est qu'on cache une grande impuissance. Hein? Pas dans le domaine, d'ailleurs. Mais je crois que c'est vrai partout. Non, non, grand diseux, petit faiseux. Nous, grands faiseux. On va être des grands faiseux comme en tout domaine. Si vous voulez reprendre le contrôle de l'immigration et arrêter tout ça, parce que ce n'est plus tenable, expulser qui vous voulez, aujourd'hui on ne peut pas le faire, vous quittez Schengen, l'Union Européenne et la CEDH. Voilà, c'est simple, c'est net, et ensuite vous pouvez agir. C'est tellement vrai. Vous avez Monsieur Vauquier, il n'est pas loin d'ici, non? C'est sa région, hein, il me semble. Vous le subissez, enfin je sais pas si vous l'aimez bien, moi je ne suis pas un grand fan, hein, mais vous le subissez encore plus que moi alors ici. Il se trouve que il a fait quand même une analyse assez exacte, il a dit ouais, dans Schengen on peut rien faire, on peut pas renvoyer qui on veut, c'est vrai, mais c'est vrai aussi d'ailleurs avec l'Union Européenne et la CEDH. Hein. Et donc, je vais envoyer les OQTF dans une zone française hors Schengen, c'est-à-dire Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est vrai, hein, c'est pas dans Schengen. Donc on va quand même lui rappeler que là-bas, il y a des habitants. Hein. C'est pas des pingouins, hein. C'est des Français là-bas. Hein. Il y a des Français. C'est pas très grand d'ailleurs. Je sais pas où il les mettra, ces OQTF. Vous imaginez en plus l'économie du système. On va leur payer des billets jusqu'à Saint-Pierre, Miquelon, puis ensuite je sais pas où on va les mettre. Alors le type, il a compris que Schengen était un problème. Bravo, bravo Laurent, il a fallu 40 ans pour le coup, mais c'est bien. Ils ont voté pour tout ça en plus. Hein. Mais au lieu, moi, vous voyez, quand j'ai un point A et que je dois atteindre le point B, je prends la ligne droite. Au lieu de dire, bah donc, il faut quitter Schengen, non, il dit, donc, je vais faire ce chemin-là, Saint-Pierre-et-Miquelon, les pingouins, les machins, les manchots, et parce qu'on veut surtout pas toucher au veau d'or européen. Il n'est pas question de remettre en cause le système. Donc, ça les amène à dire des imbécilités. Comme Retailleau qui a découvert l'autre jour, oui, la directive européenne retour m'empêche d'expulser qui je veux. Ah, merci. Merci de le dire au bout de 6 mois. Ben oui. Alors il dit, mais c'est pas grave parce qu'on va la remplacer par le règlement européen retour, c'est pas une blague, hein, qui lui sera beaucoup mieux. Alors pour l'instant, il est sur le bureau d'Ursula von der Leyen, mais on va trouver une solution. Mais c'est comme ArcelorMittal. Les Anglais ont dit British Steel. L'acier, c'est ultra stratégique. Hein. British Steel va mal, on nationalise British Steel. Ça a été fait en une après-midi, parce qu'ils sont un pays souverain. Nous, ArcelorMittal, il n'y a plus que 6 hauts fourneaux en France. Alors, le ministre de l'Industrie a dit, c'est l'Union Européenne qui va devoir agir. Ah bah, il faut tuer. Alors, j'ai rendez-vous lundi, donc c'est là, après-demain, avec le commissaire européen à l'industrie, au marché intérieur, c'est Stéphane Séjourné. Non, mais doublement foutu. Donc j'attends de voir ce qu'il va me dire. Bon, je ne sais pas s'il a pris les cours de français entre-temps. J'espère. À Bruxelles, on parle français. Bon. Et Macron, lui, a rendez-vous mercredi avec Ursula von der Leyen sur le sujet. Vous voyez ce que c'est qu'un pays qui n'est pas souverain? On tergiverse, on perd du temps. On n'agit pas, pendant ce temps-là, les autres avancent. C'est pareil sur l'énergie, ils sont en train de discuter de la PPE, Programmation Pluriannuelle de l'énergie, que Bayrou va faire passer par décret. 300 milliards de dépenses d'ici 2035. Ça va entraîner un doublement de la facture d'électricité pour les ménages et plus 30% pour les entreprises. Ça prévoit nombre d'éoliennes en France
sur Terre x2 encore d'ici 2035. Nombre de panneaux solaires x4. Vous savez, on rase des forêts, on met des forêts de panneaux solaires made in China. Super écolo. Nombre d'éoliennes en mer, sur les côtes françaises, il est prévu dans ce texte, x36. Il y en aura sur toutes les côtes, sauf devant le Touquet. C'est pas une blague, hein. Dérogation obtenue, il ne faudrait pas gâcher la vue pour Brigitte et Emmanuel, pour les Thénardier de l'Élysée, qui ne jouiront d'une jolie vue sans ventilateur géant, qui par ailleurs tue, comme vous le savez, tout ce qui passe à côté, notamment les oiseaux, qui sont une catastrophe. Et ça, c'est ce qu'elle adore, mais ce truc-là, c'est que la PPE, ce que personne ne vous dit au Parlement, moi j'ai mis tous les textes, c'est simplement la déclinaison française d'un plan européen, qu'on doit faire valider par la Commission européenne, ben vous l'a déjà fait. Donc en fait, tout ce qui va se passer maintenant est déjà hors jeu, c'est déjà validé par la Commission européenne. Ça, vous avez entendu LFI, LR, PS, Vert, PCF, le RN vous le dire, personne ne vous le dit. Et quand j'ai dit ça sur Twitter, et que j'ai dit, vous allez nous trahir parce que vous étiez, je dis ça au RN, vous deviez soi-disant voter une motion de censure, on m'a répondu, Philippot ment. Puis un truc en dessous, on n'a rien compris. Alors j'en ai reparlé dans mon direct hier, j'ai dit, on prend acte, là ce 2 mai, hier, 2 mai 2025, on verra qui ment. On prend acte, on en reparle dans 3-4 mois. Est-ce que le décret sera passé? Est-ce qu'on aura bien une explosion prévue des énergies intermittentes dont j'ai parlé? Les 300 milliards, l'augmentation de la facture? Est-ce que vous aurez voté une motion de censure? On fait le bilan en 3-4 mois et on verra qui aura menti. J'ai ma petite idée sur la question. Ils auront menti et nous aurons dit, comme d'habitude, la vérité. Mais pour échapper à ce modèle qui vous mène à ce qui s'est passé en Espagne et au Portugal cette semaine, l'effondrement électrique et le chaos qui va derrière, nous devons absolument quitter l'Union européenne par le Brexit. C'est la seule solution. Et c'est pour ça qu'ils mentent. Parce qu'ils ne veulent pas que la vraie solution émerge. Comme ils ne veulent pas que sur la santé, nous allions vers la solution importante qui consiste à quitter l'OMS. L'Argentine l'a fait cette année, les États-Unis l'ont fait. Nous devons quitter l'OMS. C'est devenu un nid à corruption pour Monsieur Gates et pour Big Pharma. Nous n'avons rien à faire là-dedans. Nous devons revenir à une relation de proximité, à une santé sortie des griffes de la corruption et de l'industrie pharmaceutique, parce que c'est elle qui détruit le système, tellement elle est vorace et avide d'argent depuis des années et des années. À ce sujet-là, nous irons vers des choses simples. Au lieu de fermer des lits, comme on le fait chaque année, pendant le Covid, ils nous ont dit « Ah, mais on a compris, on a fermé trop de lits. » Ah, ils en avaient déjà fermé 120 000 à l'époque. Hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis? Ils en ont fermé plus que jamais. Plus que jamais. Encore 5 500 l'an dernier. Plus que jamais. C'est une destruction volontaire. Ne croyez pas que c'est de l'incompétence. En tout domaine d'ailleurs, c'est vrai. Oh, on peut dire aussi qu'ils sont nuls. Hein. On peut le dire aussi. Mais c'est volontaire. C'est voulu, parce que derrière, vous avez des assurances privées, des fonds de pension et des BlackRock qui veulent récupérer le marché, et le marché de la santé en particulier, c'est des milliers de milliards d'euros. C'est un marché gigantesque, et ils veulent le privatiser. C'est ça la réalité, c'est contre ça qu'on se bat. Alors nous sommes effectivement à quelques jours du 29 mai 2025, c'est-à-dire les 20 ans du dernier référendum auquel on a eu droit en France. C'était sur la Constitution européenne le 29 mai 2005. Ça veut dire que les Français qui aujourd'hui ont moins de 38 ans n'ont jamais eu le droit de voter à un référendum. Figurez-vous. Alors qu'à l'article 3 de notre Constitution, il est écrit que la souveraineté s'exprime par la voie du référendum et des représentants du peuple. Mais c'est à égalité. Ça n'est plus jamais pratiqué. Pourquoi? Parce qu'on avait dit non. Et moi je vous le dis et redis, 20 ans après, c'est toujours et plus que jamais non. C'est toujours et plus que jamais oui à la France libre, oui au Brexit. Nous ferons des référendums et nous mettrons dans la Constitution le référendum d'initiative citoyenne, le RIC sur tout sujet. C'est terminé de prendre les Français pour des imbéciles ou pour des mineurs
juridique. Nous sommes des gens majeurs, j'allais dire majeurs et vaccinés, ça dépend, mais majeurs, et donc nous sommes des gens libres, nous sommes le peuple, et je rappelle que dans notre constitution, le seul souverain, c'est le peuple de France, c'est vous, c'est moi, c'est nous le seul souverain. Notre pays a des tonnes d'atouts. Nous sommes un pays millénaire, nous sommes un pays qui est présent dans le monde entier à travers l'outre-mer. Et d'ailleurs, nos compatriotes d'outre-mer, pendant le Covid en particulier, nous ont donné de sacrées leçons de résistance et d'abnégation. Ce sont des compatriotes remarquables. Nous sommes un pays qui a 12 millions de kilomètres carrés d'espace maritime. Personne ne le sait en France, ça n'est pas dit. Il faut toujours qu'on nous présente comme petit, rikiki, trop petit. Non, on est grand. On est un vieux et grand pays, un vieux et grand peuple. Et il faut que chacun se le remette dans la tête. Il n'y a pas de honte à dire j'aime la France, j'aime mon drapeau et je le montre dans la rue. Et à la façade de ma maison, de mon appartement, dans mon jardin. On doit être fier de son drapeau, on doit être fier de son pays, on doit être fier de ses couleurs. Il n'y a rien d'extrémiste là-dedans. C'est juste normal, c'est juste beau, et c'est même notre honneur, parce que ça veut dire que nous respectons le sacrifice de nos aïeux, ceux qui sont tombés par millions pour qu'on soit là aujourd'hui dans cette salle, et pour qu'on puisse être libre, et qu'on puisse être français. Eux sont morts pour nous, nous n'avons pas le droit de ne pas nous battre pour eux et pour ceux qui viendront après nous. Nous avons une langue mondiale et magnifique, nous avons une épaisseur culturelle, nous avons une épaisseur civilisationnelle, nous avons une épaisseur historique, nous sommes un pays de beau et de bien. Tout est beau en France, c'est pas pour rien qu'on est le premier pays le plus visité au monde. Et d'ailleurs, réinstituons le beau avec un B majuscule partout autour de nous. On n'est pas obligé de construire moche, on peut reconstruire beau, on peut réélever l'âme, parce que le beau élève l'âme. Et ça, je crois que ce sont des choses essentielles à remettre au goût du jour pour une société, un pays, un peuple, une civilisation qui veut vivre. Nous avons tant et tant d'atouts, des ingénieurs, des ouvriers, des paysans, des savoirs, des savoir-faire, des traditions, une gastronomie, des vins. Des vins. Et nous avons un génie qui ne demande qu'à s'exprimer, qui s'exprime, qui est là, qui est magnifique. Mais alors libérons tout ça. Il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de honte. Non, on y va. Alors c'est sûr que pour le faire, il faut être libre, il faut être indépendant. Et bien c'est tout ce qu'on propose. Et c'est ça qui redonnera envie à tous les Français d'être fiers d'être Français et de se dire tiens, là on a un cap, là on a un avenir, là on a une espérance, là on a un projet. Et la jeunesse de France, au lieu de penser à partir ou à chercher ailleurs, elle se dira j'ai envie de rester, j'ai envie avec vous tous, de me retrousser les manches et de construire quelque chose qui sera magnifique, qui pourra permettre à chacun de prospérer, de fonder une famille s'il le souhaite, d'avancer, d'avoir des enfants et de se dire enfin on sort de la dépression collective et on retrouve le bonheur de vivre, le goût d'être ensemble dans un beau pays, le plus beau du monde, qui s'appelle la France. Oui, nous gagnerons, mes chers amis. Oui, ceux face à nous, les pourris qui sont face à nous, on les aura. Nous gagnerons. Nous serons libres, indépendants et souverains, car nous sommes le peuple et que rien ne peut mettre à terre le peuple de France. Unis, les Français sont invincibles. Vive la liberté, vive la résistance, vive la paix et vive la France libre!